Au moment où j'ai vu Cassidy sortir en trompe de la bijouterie, le visage blanc comme un linge et les mains tremblantes, j'ai su que mon plan avait parfaitement fonctionné. Ava, l'employé qui y travaillait depuis des années, m'a appelé immédiatement. Sa voix semblait à la fois amusée et choquée. « Eleanor, ta belle-fille vient d'ouvrir la boîte ici même au comptoir et a crié si fort que tous les clients se sont retournés. Elle a lu quelque chose, est devenue blanche comme un drap et est partie en courant sans un mot. Qu'est-ce que tu as bien pu mettre là-dedans ?» J'ai souri, tenant le téléphone, ressentant la tranquillité qui ne vient qu'après des mois de tension. « La justice, Ava. J'ai juste mis un peu de justice là-dedans. » Elle a gloussé et m'a dit que Cassidy avait fait tomber la boîte par terre, que les pierres s'étaient éparpillées partout, et que la note était restée sur le comptoir à la vue de tous. Parfait. Exactement comme je l'avais prévu. J'ai raccroché et me suis versé une tasse de thé, sachant que Cassidy serait bientôt à la maison. Mais cette fois, elle ne serait pas accueillie par mon silence naïf. Cette fois, Michael connaîtrait toute la vérité. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois remonter une semaine en arrière, au jour où j'ai eu 66 ans. C'était un anniversaire spécial, pas seulement pour l'âge, mais parce que Michael, mon fils unique, m'a surprise avec un cadeau qui m'a laissé sans voix. Il est entré cet après-midi-là avec une boîte en velours vert foncé dans les mains et un sourire que je n'avais pas vu sur son visage depuis des mois. « Maman, c'est pour toi. Je sais à quel point papa te manque. Et je veux que tu aies quelque chose qui te rappelle qu'il est toujours avec toi. » J'ai ouvert la boîte avec des mains tremblantes. Et là, il y avait la montre de poche en or de mon défunt mari. Pas n'importe quelle montre, mais cette pièce d'horlogerie antique qu'il avait héritée de son père, avec ses chiffres romains et sa chaîne faite à la main. Nous l'avions vendue des années auparavant, lorsque Michael avait eu besoin d'un capital de départ pour son entreprise, et je n'aurais jamais imaginé la revoir. « Comment l'as-tu eu » lui ai-je demandé, les larmes aux yeux. Michael s'est assis à côté de moi et a pris ma main. « Je la cherche depuis des mois, maman. J'ai finalement retrouvé le collectionneur qui l'avait acheté et je lui ai payé le triple de sa valeur. 500 000 $. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais tu vaux chaque centime. Je veux que tu la gardes en sécurité. Garde-la comme papa t'a protégé toute ta vie. » J'ai serré mon fils si fort dans mes bras que j'ai senti mon cœur se briser et se reconstruire en même temps. Cassidy se tenait près de la porte du salon, observant la scène avec une expression que je ne pouvais pas interpréter. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était de l'émotion, peut-être de la tendresse en voyant le geste de son mari. Mais en y repensant clairement maintenant, je réalise qu'il y avait quelque chose de plus dans ses yeux. Il y avait du calcul, de l'intérêt, de la cupidité déguisée en curiosité. Elle s'est approchée de nous quand nous avons fini de nous étreindre et a demandé à voir la montre de plus près. « Elle est magnifique, Ellie. Vraiment magnifique. Et tu as dit qu'elle valait 500 000 $. Mon Dieu, c'est une fortune. Tu dois la garder très, très précieusement. » Elle a pris la montre avec un soin exagéré, la tournant plusieurs fois à la lumière, sortant même son téléphone pour prendre des photos. « C'est pour m'en souvenir, » dit-elle avec un sourire qui semblait doux à l'époque. « Pour quand je raconterai à ma mère ce cadeau spécial. » J'ai hoché la tête, ne me doutant encore de rien. Michael lui a demandé de la lui rendre, et il l'a remise lui-même dans la boîte en velours. « Maman, je vais la mettre dans ton coffre-fort. Personne d'autre que toi et moi ne connaît la combinaison, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé. Cassidy a également hoché la tête, mais ses yeux n'ont jamais quitté la boîte alors que Michael et moi nous dirigions vers ma chambre. Le coffre-fort est encastré dans le mur de mon placard, caché derrière un tableau que mon mari a peint il y a des décennies. Michael a composé la combinaison que nous seuls avions toujours connue, la date d'anniversaire de mon défunt mari. Il a soigneusement placé la boîte à l'intérieur, a fermé la porte métallique et a tourné le cadran. Elle sera en sécurité là, maman. Ne pense même pas à la sortir, sauf si tu en as absolument besoin. C'est ton héritage, ton trésor. Je lui ai promis de la garder aussi précieusement qu'il me gardait. Nous sommes retournés au salon où Cassidy attendait avec un plateau de gâteaux et de café. Le reste de l'après-midi s'est déroulé normalement, avec des conversations sur le travail de Michael, les projets de Cassidy de rénover leur maison, et mes histoires de l'époque où mon mari était encore en vie. Mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Je ne l'ai pas senti immédiatement, mais c'était là, flottant comme une ombre invisible. Cassidy a posé trop de questions sur la montre.
Où exactement la garderais-je? Le coffre-fort n'était-il pas trop vieux? La porterais-je, ou seulement lors d'occasions spéciales? Cela ressemblait à des questions innocentes, mais maintenant, avec le recul, elles étaient le début de son plan. Les jours suivants furent étranges. Cassidy a commencé à me rendre visite plus souvent que d'habitude. Avant, elle venait une, peut-être 2 fois par semaine, généralement avec Michael. Soudain, elle se montrait tous les 2 jours, toujours avec une excuse. Elle voulait m'apporter du pain frais, elle avait besoin de ma recette de soupe, ou elle se sentait seule et voulait de la compagnie. Je l'accueillais car malgré nos différences, j'ai toujours essayé d'avoir une bonne relation avec la femme de mon fils. Mais il y avait quelque chose de bizarre dans ses visites. Elle trouvait toujours une raison pour se promener près de ma chambre. « Je peux utiliser ta salle de bain, Ellie ? Celle du couloir est occupée, disait-elle, même si la salle de bain du couloir n'était jamais occupée car je vivais seul. Ou, j'ai laissé mon pull dans ta chambre la dernière fois. Je peux le chercher ? Je hochai la tête, lui faisant confiance comme à ma propre famille. Un jour, je l'ai trouvé debout juste devant le tableau qui couvrait le coffre-fort. Quelle belle peinture, Ellie. C'est ton mari qui l'a faite ? Je me suis approché, souriante, fière de parler du talent de mon défunt mari. Oui, il l'a peinte un été à la plage. Il disait toujours que les couleurs du coucher de soleil ne se répètent jamais de la même manière. Cassidy a touché le cadre du bout des doigts, comme si elle mémorisait chaque détail. Ça doit être très spécial pour toi. Je parie que tu gardes beaucoup de choses importantes près de ce tableau. J'ai hoché la tête sans réfléchir. Les choses les plus importantes sont toujours gardées près du cœur, et ce tableau est plein de cœur. Cassidy a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Maintenant, je le vois très clairement. Mais à ce moment-là, j'étais juste une femme de 66 ans qui faisait trop confiance à sa famille. Elle est partie cet après-midi-là avec une étreinte qui a duré plus longtemps que la normale. Et alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, je l'ai vue jeter un dernier regard vers ma fenêtre. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine, mais je l'ai ignoré. J'aurais peut-être dû écouter cette prémonition. Mon instinct savait peut-être déjà ce que mon esprit refusait d'accepter. Les visites fréquentes ont continué et Cassidy n'arrêtait pas de poser des questions sur la montre. L'as-tu sortie pour la regarder, Ellie ? Quelque chose d'aussi beau ne devrait pas être enfermé tout le temps. Je lui ai expliqué que c'était précisément parce qu'elle était si belle et si précieuse qu'elle devait rester en sécurité. De plus, Cassidy, chaque fois que je la vois, je pense à mon mari et j'ai envie de pleurer. Je préfère la savoir protégée, m'attendant pour le moment où j'aurai vraiment besoin de le sentir près de moi. Elle a hoché la tête avec une compréhension feinte, mais ses yeux trahissaient ses pensées. Il y avait quelque chose de vorace dans son regard, quelque chose d'urgent que je n'arrivais pas à saisir. Elle a commencé à faire d'étranges commentaires sur les héritages et les partages équitables. Quand quelqu'un a tant de choses, Ellie, il est important de penser à partager avec ceux qui vous sont les plus chers. Michael et moi construisons notre avenir, et parfois nous avons besoin d'un coup de pouce. J'ai répondu que mon fils ne m'avait jamais rien demandé, et que s'ils avaient besoin d'aide, je serais là pour les soutenir, mais cela ne semblait pas la satisfaire. Un après-midi, Michael est venu me voir seul. Il avait l'air fatigué, avec de profondes cernes sous les yeux et les épaules affaissées. Il s'est fait une tasse de café et s'est assis en face de moi en silence pendant plusieurs minutes. « Maman, je dois te dire quelque chose, mais je ne veux pas que tu t'inquiètes. » Mon cœur s'est accéléré. « Qu'y a-t-il, mon fils ? Es-tu malade ? » Il a secoué la tête. « Ce n'est pas ça. C'est Cassidy. Elle est très stressée par l'argent ces derniers temps. Elle dit que nous devons rénover la maison, changer de voiture, faire 1 million de choses que nous ne pouvons honnêtement pas nous permettre. Je lui ai dit que nous devrions attendre, que mon entreprise est stable, mais qu'elle ne génère pas assez pour ce genre de luxe. Et elle s'est fâchée. Hier, elle a demandé si tu avais des économies à nous prêter. Un frisson m'a parcouru l'échine. Et que lui as-tu dit ? Michael a soupiré. Je lui ai dit que je ne te demanderais pas d'argent, que tu en avais assez fait pour moi toute ta vie, et que tu méritais de te reposer sans souci. Elle s'est tellement mise en colère qu'elle ne m'a pas parlé pendant 2 jours. J'ai posé ma main sur la sienne. Mon fils, si tu as vraiment besoin d'aide, tu sais que tu peux compter sur moi.
Mais ne laisse personne te pousser à me demander des choses. Je te donnerai tout ce que j'ai si tu en avais réellement besoin, mais ce doit être ta décision, pas la sienne. Michael a hoché la tête et a changé de sujet, mais j'ai continué à penser à cette conversation pendant des heures après son départ. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Quelque chose ne collait pas. Pour autant que je sache, Cassidy n'avait jamais été matérialiste. C'est vrai qu'elle aimait les belles choses, mais elle n'avait jamais montré ce désespoir pour l'argent. Le lendemain matin, j'ai décidé d'être plus observatrice. J'ai commencé à remarquer des détails que j'avais négligés auparavant. Cassidy portait toujours des vêtements neufs lors de ses visites. Des robes roses, beige, vert émeraude, toujours élégantes et chères. Des chaussures de créateur que je reconnaissais parce que j'avais une fois accompagné une amie dans une boutique exclusive. Des sacs valant plus que mon loyer mensuel. D'où tirait-elle l'argent pour tout ça si Michael disait qu'ils étaient à court d'argent? J'ai commencé à assembler les pièces dans ma tête. Les questions sur la montre, l'intérêt pour mon coffre-fort, les commentaires sur les héritages, la pression qu'elle mettait sur Michael pour qu'il me demande de l'argent. Tout cela a commencé à former un schéma qui ne me plaisait pas du tout. J'ai décidé de faire un test. La fois suivante où Cassidy m'a rendu visite, je lui ai menti. Tu sais, Cassidy, je pense à vendre la montre. C'est trop de responsabilité de l'avoir ici. De plus, avec cet argent, je pourrais aider Michael avec son entreprise. Ses yeux se sont illuminés comme des feux d'artifice. Sérieusement, Ellie, ce serait merveilleux. Michael serait si reconnaissant. Sais-tu où tu la vendrais? Je lui ai dit qu'il y avait un bijoutier réputé en ville qui achetait des pièces anciennes. Elle a immédiatement sorti son téléphone. Quel est le nom? Je peux vérifier s'il paie de bons prix. Laisse-moi t'aider avec ça, Ellie. Ces choses sont compliquées, et je ne veux pas que tu te fasses arnaquer. J'ai observé ses mains trembler légèrement alors qu'elle rangeait son téléphone, comment ses joues étaient rouges, comment elle ne pouvait pas s'arrêter de sourire. Et j'ai su à ce moment précis que Cassidy ne voulait pas que je vende la montre pour aider Michael. Elle voulait la montre pour elle-même. Mais j'avais besoin de preuves. Je ne pouvais pas accuser la femme de mon fils sans être absolument certaine. Cet après-midi-là, après le départ de Cassidy, j'ai appelé Ava. Elle et moi nous connaissons depuis 30 ans, depuis qu'elle travaillait chez le bijoutier où mon mari achetait mes cadeaux d'anniversaire. Ava, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de délicat. Je lui ai expliqué mes soupçons et elle a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, elle a soupiré profondément. Eleanor, j'ai vu beaucoup de cas comme celui-ci au cours de mes années dans le métier. Des membres de la famille qui volent, qui vendent secrètement des bijoux hérités. Si tu crois vraiment que ta belle-fille pourrait tenter quelque chose, tu dois te protéger. Je lui ai demandé ce qu'elle recommandait. Premièrement, change la combinaison de ton coffre-fort. Deuxièmement, installe une caméra dans ta chambre. Et troisièmement, si jamais elle vient dans mon magasin avec quoi que ce soit, je t'appellerai immédiatement. Je l'ai remercié du fond du cœur. Ava avait toujours été plus qu'une connaissance. C'était une véritable amie. Le lendemain, j'ai engagé un technicien pour installer une caméra cachée dans ma chambre, une petite camouflée dans une prise décorative. J'ai aussi appelé un serrurier pour changer la combinaison du coffre-fort. Mais là, j'ai fait une erreur qui a failli tout gâcher. Quand le serrurier est arrivé, Michael était aussi à la maison. Il était venu réparer une fuite de tuyaux dans la cuisine. « Maman, pourquoi changes-tu la combinaison ?» a-t-il demandé, surpris. J'ai improvisé rapidement. Ces derniers temps, j'oublie sans cesse les chiffres, mon fils. J'ai pensé qu'une combinaison plus simple serait plus facile à retenir. Michael a insisté pour connaître la nouvelle combinaison. Maman, quelqu'un d'autre doit la connaître en cas d'urgence. S'il t'arrive quelque chose et que nous avons besoin d'y accéder, que ferons-nous? Il avait raison, même si je ne voulais pas l'admettre. Je lui ai donné à contre-cœur la nouvelle combinaison, la date de nos anniversaires combinés. Il l'a notée sur son téléphone et a promis de ne la partager avec personne, pas même Cassidy. Maman, ça reste entre nous. J'ai hoché la tête, me sentant un peu plus calme, mais cette tranquillité fut de courte durée. 3 jours plus tard, en examinant les images de la caméra pendant mon thé de l'après-midi, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Cassidy était entré dans ma maison en utilisant le double des clés que Michael lui avait donné des années auparavant,
à l'époque où j'avais fait une chute et avait eu besoin d'aide d'urgence. C'était pour les urgences, mais elle l'utilisait comme si c'était sa propre maison. La vidéo la montrait clairement entrant dans ma chambre. Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer qu'elle était seule et s'est dirigée directement vers le tableau couvrant le coffre-fort. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber ma tasse de thé. C'était là, sur l'écran de mon téléphone, la preuve irréfutable de ce que j'avais soupçonné. Cassidy a déplacé le tableau avec précaution, comme si elle l'avait déjà fait, comme si elle connaissait chaque centimètre de ma chambre. Elle a sorti son téléphone et a pris des photos du coffre-fort sous différents angles. Puis elle a essayé de tourner le cadran, testant des combinaisons aléatoires. 1, 2, 3 tentatives infructueuses. Elle s'est mordu la lèvre inférieure de frustration et a regardé sa montre. Elle était pressée. J'ai entendu ma propre voix enregistrée dans la vidéo, semblant lointaine depuis le salon où je parlais au téléphone avec une amie, ignorant qu'une trahison se déroulait dans ma chambre. Cassidy a rapidement rangé son téléphone, a remis le tableau à sa place exacte et est sortie silencieusement de ma chambre. Quand elle est apparue dans le salon, son visage arborait un sourire parfait comme si de rien n'était. « Ellie, je m'en vais maintenant. Je t'ai laissé de la nourriture dans le frigo, et elle est partie, me laissant avec un sentiment nauséeux qui a duré des heures. Je n'ai pas pu manger une bouchée ce soir-là. La femme que j'avais accueillie dans ma famille, la femme que j'avais traitée comme ma fille, prévoyait de me voler. Pas n'importe quoi, mais le dernier cadeau de mon fils, le symbole le plus important du souvenir de mon mari. J'ai ressenti de la rage, de la douleur, de la déception, mais par-dessus tout, j'ai ressenti le besoin de protéger Michael de la vérité, du moins jusqu'à ce que j'ai un plan. J'ai passé toute la nuit à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Je pouvais affronter Cassidy directement, mais elle nierait tout. Je pouvais montrer la vidéo à Michael, mais cela détruirait son mariage, et il serait dévasté. Mon fils aimait cette femme. Il lui faisait aveuglément confiance. Comment dire à son fils que sa femme est une voleuse avec une preuve moins convaincante qu'une vidéo où elle ne fait que regarder un coffre-fort? Elle pourrait prétexter la curiosité, qu'elle voulait voir la montre pour m'acheter un cadeau similaire. N'importe quelle excuse et Michael voudrait la croire. J'avais besoin de quelque chose de plus. J'avais besoin qu'elle se démasque elle-même, ne laissant aucune place au doute ou au mensonge. C'est alors que l'idée m'est venue. Je ne sais pas si c'était brillant ou désespéré, mais c'était la seule chose que je pouvais faire. Si Cassidy voulait voler la montre, je lui donnerais l'occasion parfaite. Mais ce qu'elle trouverait à l'intérieur de cette boîte ne serait pas ce à quoi elle s'attendait. Le lendemain matin, j'ai sorti la montre en or du coffre-fort. Je l'ai tenue dans mes mains pendant de longues minutes, sentant son poids, me souvenant de la dernière fois que mon mari l'avait portée. C'était un dimanche, et nous allions à l'église ensemble. Il s'était plaint que la chaîne était un peu ternie. Je la ferai nettoyer demain, m'avait-il dit. Mais demain n'est jamais venu pour lui. Une crise cardiaque massive l'a emporté cette même nuit alors qu'il dormait à côté de moi. J'ai mis la montre dans un endroit que moi seul connaissais, à l'intérieur d'une vieille boîte à biscuits sur l'étagère la plus haute de mon garde-manger, derrière des pots de confiture que je n'utilise jamais. Puis j'ai tendu le piège. Je suis allé dans le jardin et j'ai ramassé 5 pierres de taille parfaite. Je les ai nettoyées et les ai enveloppées dans du papier doré brillant, le même type de papier qui se trouvait à l'intérieur de la boîte en velours d'origine. Je les ai soigneusement placées à l'intérieur de la boîte et, par-dessus, j'ai mis une note écrite de ma plus belle écriture. Les voleurs finissent toujours par se démasquer. Prise au piège, Cassidy. J'ai plié la note et l'ai placée de manière à ce qu'elle soit la première chose visible à l'ouverture de la boîte. Puis j'ai tout remis dans le coffre-fort en utilisant la combinaison que Michael connaissait. L'appât était prêt. Il ne me restait plus qu'à attendre que Cassidy morde à l'hameçon. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 jours plus tard, j'ai mentionné à Michael lors d'un appel téléphonique que je serais absente toute la journée suivante. Je vais rendre visite à ta tante Teresa à l'hôpital. Tu sais, elle est fragile et je veux passer la journée avec elle. C'était vrai. Ma belle-sœur avait subi une intervention chirurgicale mineure et avait besoin de compagnie. Michael a dit qu'il ne pouvait pas venir car il avait des réunions importantes à son entreprise. Veux-tu que Cassidy t'accompagne, maman? Elle est libre demain. J'ai fait semblant d'envisager l'option. Non, mon fils. Laisse-la se reposer. De plus,
je préfère y aller seul pour pouvoir parler tranquillement avec Teresa. J'ai raccroché, sachant que Michael informerait probablement Cassidy de mon absence, et j'avais raison. Le soir même, Cassidy m'a appelé avec une voix douce et inquiète. Ellie, Michael m'a dit que tu allais à l'hôpital demain. Es-tu sûr de ne pas vouloir de compagnie? Je peux annuler mes projets. Je l'ai remercié, mais j'ai insisté pour y aller seul. Profitant pour te reposer, Cassidy. Je sais que tu as été très occupé ces derniers temps. Elle a accepté avec une fausse résignation, mais je pouvais entendre l'excitation contenue dans sa voix. Elle savait exactement ce qu'elle pensait. Elle aurait toute la maison pour elle pendant des heures. Le lendemain matin, je suis parti tôt de la maison, je suis allé à l'hôpital et j'ai retrouvé tante Teresa, mais mon téléphone était dans ma main, connecté à l'application de la caméra cachée dans ma chambre. Toutes les 5 minutes, je vérifiais l'écran, en attendant. Tante Teresa m'a demandé plusieurs fois si je me sentais bien. Tu es très distraite, Eleanor. Quelque chose ne va pas? Je lui ai dit que j'étais juste fatigué, que je n'avais pas bien dormi. Elle m'a pris la main. À notre âge, le repos est important. Ne te surcharge pas de soucis. Si seulement elle connaissait les soucis que je portais dans mon cœur. 2 heures ont passé, puis 3, puis 4. Je commençais à penser que j'avais peut-être eu tort, que Cassidy ne ferait rien, que mes soupçons étaient infondés. Mais alors, à 14 heures, je l'ai vu sur l'écran de mon téléphone. Cassidy est entrée dans ma maison d'un pas assuré, sans regarder en arrière, sans hésitation. Elle portait un grand sac à main vert olive en bandoulière. Elle s'est dirigée directement vers ma chambre, a fermé la porte derrière elle et s'est dirigée vers le tableau comme si elle avait répété ce moment 100 fois. Mon cœur battait si fort que Teresa l'a remarqué. Eleanor, tu es pâle. Veux-tu que j'appelle l'infirmière? J'ai secoué la tête, les yeux rivés sur l'écran. Cassidy a déplacé le tableau et l'a appuyé contre le mur. Elle a sorti son téléphone et a cherché quelque chose, probablement la combinaison qu'elle avait réussi à obtenir d'une manière ou d'une autre. Alors j'ai compris. Michael devait la lui avoir donnée. Peut-être avait-elle insisté en disant que c'était pour la sécurité, au cas où il m'arriverait quelque chose et qu'ils auraient besoin d'un accès rapide. Mon fils, confiant et amoureux, lui a donné l'information sans imaginer à quoi elle l'utiliserait. Cassidy a tourné le cadran avec précision. Gauche, droite, de nouveau à gauche. J'ai entendu le clic métallique, même à travers le téléphone. La porte du coffre-fort s'est ouverte. Elle a mis la main à l'intérieur et a sorti la boîte en velours vert foncé. Elle l'a tenue contre sa poitrine un instant, la serrant dans ses bras, puis l'a mise dans son sac à main sans même l'ouvrir pour vérifier le contenu. Ce détail m'a fait plus de mal que tout le reste. Elle ne voulait même pas voir la montre, l'admirer, apprécier sa beauté. Elle ne la voulait que pour sa valeur monétaire. Elle a fermé le coffre-fort, a tourné le cadran, a repositionné le tableau exactement comme il était, et a quitté ma chambre. Dans le salon, elle s'est arrêtée devant le miroir de l'entrée, a arrangé ses cheveux, a appliqué un rouge à lèvres corail vif et a souri à son propre reflet. Un sourire de triomphe, de victoire. Puis elle a quitté ma maison, fermant la porte à clé derrière elle comme si de rien n'était. J'ai rangé mon téléphone avec des mains tremblantes. Tante Teresa me regardait avec inquiétude. Eleanor, tu n'as vraiment pas l'air bien. Je me suis excusé, disant que je devais passer un appel urgent. Je suis sorti dans le couloir de l'hôpital et j'ai composé le numéro d'Ava. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Eleanor, que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté ce que je venais de voir. Ava, j'ai besoin que tu sois prête. Cassidy va arriver à ton magasin d'une minute à l'autre. Elle a la boîte, mais elle ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Quand elle l'ouvrira devant toi, je veux que tu m'appelles immédiatement. Ava est restée silencieuse quelques secondes. Eleanor, es-tu sûre de ça? C'est un piège très fort. Et si elle réagit mal? Et si elle devient violente? J'ai pris une profonde inspiration. Ava, cette femme est entrée chez moi comme une voleuse. Elle a essayé de voler la chose la plus précieuse que je possède, pas pour l'argent, mais par pure cupidité. Elle mérite d'en assumer les conséquences. De plus, tu seras là. Il y aura des témoins. Elle ne pourra rien nier. Ava a soupiré. D'accord.
Je te fais confiance. J'attendrai. J'ai raccroché et je suis retourné auprès de tante Teresa. J'ai essayé de me concentrer sur notre conversation, mais mon esprit était ailleurs. J'imaginais Cassidy conduisant vers la bijouterie, excitée, pensant aux 500 000 $ qu'elle croyait avoir dans son sac à main. J'imaginais son visage quand elle ouvrirait la boîte, et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Ce n'était pas la vengeance que je cherchais. C'était la justice. C'était de protéger mon fils d'une femme qui ne le voyait que comme un moyen d'arriver à ses fins. Une heure a passé, puis une autre. Je faisais semblant d'écouter tante Teresa alors qu'elle me parlait de sa convalescence, des gentils médecins et des infirmières efficaces. Mais mes pensées étaient à des kilomètres de là. Mon téléphone reposait sur mes genoux, l'écran sombre, attendant de s'allumer avec l'appel qui changerait tout. Tante Teresa s'est finalement endormie, épuisée par les médicaments et la conversation. Je me suis assise à côté de son lit, regardant par la fenêtre la ville s'étendre sous le ciel gris de l'après-midi. Que faisait Cassidy à ce moment-là? Était-elle déjà arrivée au magasin, ou était-elle encore dans sa voiture à planifier ce qu'elle allait dire, comment négocier le prix? Je me demandais si elle ressentait le moindre remords, si sa conscience lui avait déjà crié que ce qu'elle faisait était mal. Mais connaissant son regard de triomphe dans le miroir, je doutais que la culpabilité fasse partie de ses émotions. Mon téléphone a vibré. Mon cœur a bondi si fort que j'ai ressenti une douleur dans ma poitrine. C'était Ava. J'ai répondu avant la deuxième sonnerie, portant le téléphone à mon oreille d'une main tremblante. La voix d'Ava semblait surprise et amusée. « Eleanor, ça vient de se produire. Il faut que tu entendes ça. » J'ai fermé les yeux et me suis préparé à ce qui allait arriver. Cassidy est entrée il y a 5 minutes. Elle portait une robe jaune citron et des talons si hauts qu'elle pouvait à peine marcher droit. Elle avait l'air nerveuse mais excitée. Ava a continué, narrant chaque détail comme si elle racontait un film. Elle s'est approchée du comptoir et m'a dit qu'elle voulait vendre une pièce antique très précieuse, un héritage familial, mais qu'elle avait besoin de l'argent de toute urgence. J'ai fait comme si je ne la connaissais pas, comme tu me l'as demandé. Je lui ai demandé si elle avait des documents d'authenticité. Elle est devenue rouge et a dit que les papiers avaient été perdus au fil des ans, mais que je verrais sa valeur dès que je la regarderais. J'ai mis la loupe et les outils sur le comptoir, comme je le fais toujours. Elle a sorti la boîte en velours de son sac et l'a placée devant moi avec grand soin, presque avec révérence. J'ai serré le téléphone contre mon oreille, retenant mon souffle. Je lui ai demandé de l'ouvrir elle-même pour que je puisse voir la pièce de mes propres yeux. Cassidy a souri. Ava a fait une pause. Eleanor. Elle a souri comme si elle était sur le point de remporter le gros lot de la loterie. Elle a ouvert la boîte lentement, savourant le moment. Il y a eu une pause dramatique dans la voix d'Ava, puis elle a laissé échapper un rire qu'elle a dû étouffer. Quand elle a vu les pierres enveloppées dans du papier doré, elle n'a pas compris au début. Elle a froncé les sourcils, confuse. Elle a pris une des pierres, l'a déballée, et son visage est passé de la confusion à l'horreur en quelques secondes. Puis elle a vu la note, l'a prise avec des doigts tremblants et l'a lue à voix haute sans s'en rendre compte. Les voleurs finissent toujours par se démasquer. Prise au piège, Cassidy. Ava a dû faire une autre pause car elle avait du mal à contrôler son rire. Eleanor, le cri que cette femme a poussé a été entendu jusqu'à l'autre bout de la rue. Tous les clients du magasin se sont retournés pour voir ce qui se passait. Cassidy est devenue blanche comme le mur, puis rouge comme une tomate. Elle a regardé autour d'elle et a réalisé que tout le monde la dévisageait. Les pierres se sont éparpillées sur le comptoir quand elle a fait tomber la boîte. Une dame qui achetait une bague de fiançailles pour sa fille a demandé si tout allait bien. Cassidy ne savait pas quoi répondre. Elle a juste ramassé maladroitement les pierres, les a fourrées dans son sac avec la note, et est sortie en courant sans dire un seul mot. Elle a laissé la boîte en velours par terre. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, même si mes yeux se sont remplis de larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de libération. Merci, Ava. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. Elle a soupiré. Eleanor, cette femme t'a volé. Elle mérite plus qu'une simple humiliation dans une bijouterie. Vas-tu la dénoncer à la police? J'ai secoué la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Non, Ava. La justice dont j'ai besoin ne vient pas de la police. Elle vient du fait que mon fils connaisse la vérité et prenne ses propres décisions.
Cela fait plus mal que n'importe quelle cellule de prison. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai raccroché. J'ai regardé tante Teresa, qui dormait toujours, inconsciente du drame qui se déroulait en dehors de ses murs. Je me suis senti soudainement épuisé, comme si j'avais couru un marathon. Mais mon travail n'était pas terminé. Venait maintenant la partie la plus difficile. Confronter Michael à la vérité. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de la caméra. J'ai téléchargé la vidéo complète de Cassidy entrant dans ma maison et volant la boîte du coffre-fort. Je l'ai sauvegardée à 3 endroits différents. Sur mon téléphone, dans mes emails et sur une clé USB que je porte toujours dans mon sac. Personne ne pourrait effacer cette preuve. Puis j'ai envoyé un message à Michael. Mon fils, je dois te voir aujourd'hui. C'est urgent. Viens à la maison après le travail. Juste toi. N'amène pas Cassidy. Il a répondu immédiatement, inquiet. Maman, ça va? Il s'est passé quelque chose de grave? Je l'ai assuré que j'allais bien physiquement, mais que je devais lui parler de quelque chose de très important. Michael a dit qu'il quitterait le travail plus tôt et serait à la maison vers 18h. J'ai regardé ma montre. Il était 15h30. J'avais 2h30 pour me préparer mentalement et émotionnellement à briser le cœur de mon fils. Je suis rentré chez moi en pilotage automatique, mon esprit revoyant encore et encore comment j'allais dire à Michael que sa femme était une voleuse. Par où devais-je commencer? Comment pouvais-je adoucir le coup? Il n'y avait aucun moyen. La vérité était dure et tranchante, et elle couperait peu importe comment je la présenterais. Je suis arrivé à la maison à 16h30. L'après-midi avait commencé à s'assombrir tôt, typique de l'automne approchant. Je suis allé dans ma chambre et j'ai allumé toutes les lumières. Le tableau était exactement là où Cassidy l'avait laissé, parfaitement aligné, comme si rien ne s'était passé. J'ai ouvert le coffre-fort, maintenant vide, à l'exception de quelques documents importants. La boîte en velours avait disparu. Ava m'avait évidemment dit qu'elle la récupérerait plus tard. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai attendu. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur torturante. J'ai fait du café, même si je savais que je ne pourrais pas le boire. J'ai mis des biscuits sur une assiette que personne ne mangerait. J'avais besoin de garder mes mains occupées pour ne pas devenir folle en pensant à ce qui allait arriver. À 18h précises, j'ai entendu la voiture de Michael se garer devant la maison. J'ai pris 3 grandes respirations, comme mon mari m'avait appris à le faire quand j'étais nerveuse. Inspire l'espoir, expire la peur, disait-il. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas assez d'espoir pour calmer la peur de briser le cœur de mon fils. Michael est entré avec une expression inquiète. « Maman, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Que s'est-il passé? Tu m'as rendu très anxieux avec ton message. » Je l'ai serré fort dans mes bras. Peut-être trop fort. Il a rendu l'étreinte, mais s'est ensuite doucement écarté pour me regarder dans les yeux. « Tu me fais peur. »« Qu'est-ce que c'est ?» Je l'ai guidé vers le salon et lui ai demandé de s'asseoir. Je me suis assise en face de lui, prenant ses mains dans les miennes. « Michael, ce que je vais te dire va te faire plus de mal que je ne peux l'imaginer. Mais je dois te dire la vérité parce que tu es mon fils et que tu mérites d'être avec quelqu'un qui t'aime vraiment, pas pour ce qu'il peut obtenir de toi. » Michael a froncé les sourcils, confus. « Maman, de quoi parles-tu? Est-ce que ça a un rapport avec Cassidy? » J'ai hoché lentement la tête, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la vidéo enregistrée. « Avant que tu ne vois ça, je veux que tu saches que j'ai essayé de trouver une autre explication. J'ai essayé de me convaincre que j'avais tort, mais les preuves sont claires et je ne peux pas te protéger de ça. » Je lui ai tendu le téléphone et j'ai appuyé sur lecture. J'ai observé son visage pendant qu'il regardait la vidéo. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis la reconnaissance douloureuse de ce qu'il voyait. Ses yeux se sont remplis de larmes quand Cassidy a ouvert le coffre-fort et a sorti la boîte en velours. Quand la vidéo s'est terminée, Michael est resté silencieux pendant ce qui a semblé une éternité. Il tenait le téléphone dans ses mains, fixant l'écran noir comme s'il s'attendait à ce que la vidéo change pour montrer autre chose. « Il doit y avoir une explication », a-t-il finalement murmuré, la voix brisée. Peut-être qu'elle voulait me faire une surprise ou vérifier qu'elle était en sécurité. J'ai secoué doucement la tête. « Mon fils, il y a plus. Elle est allée dans une bijouterie pour vendre la montre,
ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Je lui ai parlé de mon plan, des pierres et de la note, du cri dans la bijouterie. Michael a tout écouté sans m'interrompre, les larmes coulant librement sur ses joues. Quand j'ai fini de lui raconter toute l'histoire, Michael s'est couvert le visage de ses deux mains. Ses épaules tremblaient et je savais qu'il pleurait, même s'il essayait de le cacher. Je me suis levé et me suis assise à côté de lui, passant mes bras autour de lui comme je le faisais quand il était enfant et qu'il faisait des cauchemars. Je suis tellement désolé, mon fils. Je suis désolé que ce soit moi qui doive te montrer cette vérité. Il s'est appuyé contre moi et a pleuré comme je ne l'avais pas vu pleurer depuis la mort de son père. Maman, je lui ai donné la combinaison. Je lui ai fait confiance. Je lui ai dit que c'était pour les urgences, de ne jamais l'utiliser sauf en cas de nécessité absolue. Et elle l'a utilisé pour me voler. Pour te voler. Sa voix se brisait à chaque mot. Elle ne t'a pas seulement volé, Michael. Elle nous a volés tous les deux. Elle a volé la confiance, le respect, la famille que nous avons essayé de construire avec elle. Ces choses valent plus que 500 000 $. Michael s'est écarté et a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Qu'est-ce que je fais maintenant, maman? Comment je fais face à ça? J'ai pris son visage entre mes mains, le forçant à me regarder dans les yeux. C'est à toi de décider, mon fils, si tu veux lui donner une chance de s'expliquer. Si tu veux essayer de sauver ton mariage, je respecterai ta décision. Mais tu as aussi le droit de te protéger, de t'éloigner de quelqu'un qui t'a trahi de cette façon. Quoi que tu décides, je serai là. Michael a hoché lentement la tête, assimilant mes paroles. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la rue où l'obscurité était complètement tombée. Je dois lui parler. J'ai besoin de l'entendre dire la vérité, de la regarder dans les yeux quand elle essaiera de mentir. J'ai hoché la tête, m'attendant à cette réponse. Veux-tu que je sois présente? Il a secoué la tête. Non, maman. C'est entre elle et moi. Mais j'ai besoin de te demander une faveur. Puis-je rester ici ce soir? Je ne veux pas être dans ma maison en ce moment. Je lui ai dit que bien sûr, ce serait toujours sa maison. Michael a pris son téléphone et a appelé Cassidy. Je me suis retiré dans ma chambre pour lui laisser de l'intimité, mais je pouvais entendre des fragments de la conversation à travers la porte. Sa voix semblait froide, contrôlée, très différente du ton affectueux qu'il utilisait habituellement avec elle. Cassidy, j'ai besoin que tu viennes chez ma mère tout de suite. Non, ce n'est pas négociable. Non, ça va. Viens, c'est tout. Nous devons parler de quelque chose de très important. Il y a eu une longue pause. Je me fiche que tu sois fatigué. Ça ne peut pas attendre demain. Je t'attends ici dans une demi-heure. Il a raccroché sans dire au revoir. Je suis sorti de ma chambre et l'ai trouvé assis sur le canapé, le regard perdu quelque part au plafond. Elle arrive. Il a hoché la tête. Elle a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle avait eu une très longue journée. Il a presque souri amèrement. Si seulement elle savait. Je me suis assise à côté de lui et nous avons attendu en silence. Les 30 minutes ont semblé durer 30 heures. Finalement, nous avons entendu la voiture de Cassidy se garer devant la maison. Ses talons claquaient sur l'allée. Ce son sec et pressé que j'avais appris à si bien connaître ces derniers mois. Elle a frappé à la porte alors qu'elle avait une clé. Peut-être se sentait-elle trop coupable pour l'utiliser après ce qu'elle avait fait. Michael n'a pas bougé, alors c'est moi qui ai ouvert. Cassidy se tenait là, dans la même robe jaune citron qu'elle avait portée à la bijouterie, maintenant froissée et avec une tache de café sur l'ourlet. Son maquillage était coulé, comme si elle avait pleuré. Ses yeux évitaient les miens. « Bonsoir, Ellie. » Michael a dit que c'était urgent. Sa voix tremblait légèrement. Je me suis écarté sans un mot, la laissant passer. Cassidy est entrée et a vu Michael assis sur le canapé. Elle a essayé de sourire, mais le sourire n'a pas réussi à se matérialiser complètement. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as fait peur avec cet appel. » Michael n'a pas répondu immédiatement. Il l'a juste observé avec une expression que je n'avais jamais vue sur lui auparavant, un mélange de douleur, de déception et de quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Finalement, il a parlé, sa voix à peine un murmure. « Où étais-tu aujourd'hui, Cassidy ?» Elle a cligné des yeux, surprise par la question. «
à la maison, à me reposer. Je t'ai dit ce matin que j'allais rattraper mon sommeil parce que j'ai été si fatigué ces derniers temps. Michael a lentement sorti son téléphone. Tu es sûr? Tu n'es allé nulle part ailleurs? Le visage de Cassidy a visiblement pâli. Eh bien, je suis sorti acheter quelques trucs au supermarché. Rien d'important. Pourquoi tu demandes? Michael a appuyé sur lecture sur la vidéo. J'ai vu la couleur quitter complètement le visage de Cassidy alors qu'elle voyait sa propre image à l'écran. Entrant dans ma chambre, ouvrant le coffre-fort, volant la boîte en velours. Quand la vidéo s'est terminée, le silence dans la pièce était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Cassidy a ouvert la bouche plusieurs fois, essayant de former des mots qui ne sortaient pas. Finalement, elle a tenté de nier. Ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais vérifier qu'elle était en sécurité. Tu sais, ta mère oublie parfois des choses, et j'étais inquiète que quelqu'un, Michael a levé la main, la coupant. Non, plus de mensonges, Cassidy. Je sais que tu es allé à la bijouterie du centre-ville. Je sais que tu as essayé de vendre la montre. Je sais qu'à la place de la montre, tu as trouvé des pierres et une note. Cassidy a trébuché comme si elle avait été frappée physiquement. Elle s'est affalée dans le fauteuil le plus proche, enfouissant son visage dans ses mains. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine audible. J'ai des dettes, Michael. D'énormes dettes dont je ne t'ai pas parlé. J'ai commencé à jouer en ligne il y a 6 mois, juste pour m'amuser, mais j'ai perdu le contrôle. Je dois 200 000 $ à des gens très dangereux. Ils m'ont menacé. Ils ont dit que si je ne payais pas, ils te feraient du mal. J'ai paniqué. Quand j'ai appris la valeur de la montre, j'ai pensé que c'était la seule solution. J'allais juste la vendre, payer les dettes, et puis je trouverais un moyen de la remplacer ou de m'expliquer. Michael s'est levé, tout son corps tremblant d'une fureur contenue. Tu n'as jamais pensé à ça. Tu n'as jamais pensé que tu te ferais prendre. C'est à ça que tu n'as pas pensé. Tu n'as jamais pensé à me demander, à me dire la vérité, à me faire confiance comme je t'ai fait confiance. Cassidy s'est également levé, essayant de se rapprocher de lui, mais Michael a reculé. S'il te plaît, chérie, nous pouvons arranger ça. Je chercherai de l'aide pour l'addiction. Je travaillerai jour et nuit pour rembourser les dettes. Donne-moi juste une chance. Michael a secoué la tête, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. Une chance? Je t'ai donné mon amour, ma confiance, toute ma vie. Je t'ai présenté à ma mère comme ma partenaire, mon égale. Et tu l'as vue comme une banque, comme un moyen de résoudre tes problèmes. Tu n'as pas volé une montre, Cassidy. Tu as volé des années de construction familiale. Tu as volé le respect que j'avais pour toi. Tu as volé l'avenir que j'imaginais avec toi. Cassidy a sangloté, tombant à genoux devant lui. Non, Michael, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai fait une terrible erreur, mais je t'aime. Il l'a regardé de haut. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. La mort de l'amour. Quand l'amour meurt de trahison, il ne reste rien à sauver. Seulement les cendres de ce qui aurait pu être. Si tu m'aimais, tu n'aurais jamais envisagé de faire ça à ma mère. Si tu m'aimais, tu serais venu me voir avec tes problèmes. L'amour ne vole pas, Cassidy. L'amour ne trahit pas. Michael s'est tourné et m'a regardé. Maman, je sors un moment. J'ai besoin d'air. J'ai hoché la tête, comprenant qu'il avait besoin de tout digérer à sa manière. Il a quitté la maison, me laissant seul avec Cassidy, qui était toujours agenouillée par terre, pleurant inconsolablement. Je me suis approché d'elle lentement. Une partie de moi avait pitié de cette femme brisée devant moi, mais une autre partie, celle qui avait été trahie, ne pouvait pas trouver le pardon dans son cœur. Lève-toi, Cassidy. Elle a levé les yeux, son visage défiguré par les larmes et le mascara coulé. Ellie, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu blesser personne. J'étais juste désespéré. Je me suis assise en face d'elle, en gardant mes distances. Le désespoir ne justifie pas la trahison, Cassidy. Tout le monde fait face à des moments difficiles dans la vie. J'ai perdu mon mari. J'étais veuve avec un fils à élever. J'ai fait face à des dettes et à des moments où je ne savais pas comment nous allions arriver à la fin du mois. Mais je n'ai jamais envisagé de voler quelqu'un qui me faisait confiance.
Cassidy a essuyé ses larmes avec des mains tremblantes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Allez-vous me dénoncer? J'ai soupiré. Cette décision appartient à Michael. J'ai déjà pris la mienne. Tu ne pourras plus jamais entrer dans cette maison. Je ne te ferai plus jamais confiance. Et si mon fils décide de te quitter, je le soutiendrai complètement. Mais s'il décide de te donner une autre chance, je respecterai aussi cela, même si je ne suis pas d'accord. Cassidy a hoché lentement la tête, comprenant que sa relation avec moi était terminée pour toujours. La montre n'a jamais été dans cette boîte, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Je l'ai mise dans un endroit où personne ne peut la trouver parce que j'ai appris quelque chose d'important ces derniers jours. Les vrais trésors ne sont pas ceux que l'on garde dans des coffres-forts. Ce sont les personnes qui n'essaieraient jamais de les voler. Cassidy s'est péniblement relevé. Je devrais y aller. Michael ne voudra pas me voir quand il reviendra. J'ai hoché la tête, mais avant qu'elle ne puisse se diriger vers la porte, je lui ai posé une question qui me tournait dans la tête depuis un certain temps. Cassidy, quand as-tu cessé de nous voir comme une famille et commencé à nous voir comme une opportunité? Elle s'est figée, le dos tourné, les épaules affaissées par la défaite. Plusieurs secondes ont passé avant qu'elle ne réponde. Je ne sais pas. Peut-être que je ne vous ai jamais vu différemment. Peut-être que j'ai toujours été comme ça et que vous ne l'avez tout simplement pas remarqué. Ou peut-être que le jeu m'a changé, m'a transformé en quelqu'un que je ne reconnais pas. Elle s'est retournée pour me regarder et dans ses yeux, j'ai vu une lueur d'honnêteté pour la première fois depuis des mois. Quand j'ai rencontré Michael il y a 5 ans, c'était juste un homme gentil avec une modeste entreprise. Je ne suis pas tombée amoureuse de son argent car il n'en avait pas beaucoup. Mais plus tard, quand j'ai vu cette maison, quand j'ai vu votre style de vie paisible mais confortable, quand Michael m'a parlé d'héritage et de propriété, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à calculer, à planifier un avenir où j'aurais une sécurité financière quoi qu'il arrive. Et quand la montre est apparue, quand j'ai su sa valeur, mon addiction était déjà si avancée que je n'ai vu qu'un moyen facile de sortir de mes problèmes. Ces mots m'ont frappé avec la force d'une révélation amère. Donc tu n'as jamais aimé mon fils pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il pouvait te donner. Cassidy a baissé les yeux. Je l'ai aimé, Ellie, à ma manière tordue et égoïste. Je l'ai aimé, mais je ne l'ai pas assez aimé pour être honnête. Je ne l'ai pas assez aimé pour le choisir plutôt que mes propres besoins. Avant que je puisse répondre, nous avons entendu la voiture de Michael revenir. Cassidy s'est tendu, se préparant à une autre confrontation. Mais quand Michael est entré, son expression était différente. Il avait pris une décision, et la détermination se reflétait dans chaque ligne de son visage. Il portait 2 valises dans ses mains, les mêmes valises que Cassidy avait apportées quand elle était venue vivre avec lui il y a 3 ans. Il les a laissées tomber sur le sol avec un bruit sourd qui a résonné dans le salon silencieux. J'ai fait tes valises pendant que je conduisais pour essayer de me calmer. Les choses les plus importantes en tout cas. Tu peux t'arranger pour récupérer le reste avec quelqu'un d'autre demain, mais pas avec moi. Je ne veux pas te voir chez moi quand je rentrerai du travail. Cassidy a laissé échapper un sanglot. Michael, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons aller en thérapie. Je peux chercher de l'aide pour le jeu. Je peux, il a levé la main, l'arrêtant. Chérie, nous n'avons plus rien maintenant. Pas de confiance, pas de respect, pas d'honnêteté, aucun des fondements dont un mariage a besoin pour survivre. Je ne peux pas continuer avec quelqu'un qui me voit comme une ressource et non comme un partenaire. Le mot « chérie » sonnait étrange sur ses lèvres, comme un écho de ce qu'ils étaient autrefois. Cassidy s'est rapproché de lui, essayant de prendre ses mains, mais Michael les a gardées fermement le long de son corps. Et les dettes, tu as dit qu'ils t'avaient menacé, que c'étaient des gens dangereux. Je ne peux pas te laisser seul avec ça, même si nous ne sommes plus ensemble. Michael a sorti une enveloppe de sa veste. Voici 50 000 $. C'est tout ce que j'ai en économie après avoir acheté la montre pour maman. Utilise-le pour commencer à payer tes dettes. Tu devras résoudre le reste toi-même en cherchant une aide professionnelle, en déclarant faillite si nécessaire, mais sans moi. Pas parce que je ne me soucie pas de ta sécurité, mais parce que je ne peux pas être ta solution à chaque fois que tes choix te mènent dans des endroits sombres. Cassidy a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes, des larmes tombant sur le papier blanc. Je ne mérite pas ta générosité. Michael a hoché la tête. Probablement pas.
Mais je fais ça parce que je t'ai aimé un jour, et parce que je ne veux pas avoir ton sang sur ma conscience si quelque chose tourne mal. Considère ça comme mes adieux, ma dernière démonstration que j'ai été un bon mari jusqu'à la fin. Elle a mis l'enveloppe dans son sac et a ramassé les valises par terre. Elle semblait soudainement petite, fragile, comme si le poids de ses actions l'avait finalement écrasée. Elle s'est dirigée vers la porte, mais avant de partir, elle s'est retournée une dernière fois. Je suis désolé. Je suis tellement désolé de vous avoir déçus tous les deux. Je suis désolé d'avoir détruit quelque chose de beau à cause de mon égoïsme et de ma faiblesse. Je suis restée silencieuse. Michael n'a pas répondu non plus. Il n'y avait plus rien à dire. Cassidy est sortie dans la nuit, traînant ses valises sur l'allée. Nous avons entendu sa voiture démarrer et s'éloigner, emportant avec elle des années d'histoire partagées qui semblaient maintenant un mensonge. Michael s'est effondré sur le canapé, épuisé émotionnellement et physiquement. Je me suis assise à côté de lui, et cette fois c'est moi qui l'ai serré dans mes bras comme quand il était enfant. Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils. Il a secoué la tête. Je ne sais pas, maman. J'aurais peut-être dû lui donner une chance. Peut-être que l'amour signifie pardonner même l'impardonnable. Je lui ai caressé les cheveux comme je le faisais quand il faisait des cauchemars étant petit. L'amour signifie aussi se respecter suffisamment pour s'éloigner de quelqu'un qui vous fait du mal. Pardonner ne signifie pas oublier ou se laisser blesser à nouveau. Tu peux lui pardonner un jour et choisir quand même de ne pas être avec elle. Michael est resté silencieux pendant un long moment, assimilant mes paroles. Finalement, il a parlé d'une voix fatiguée. Comment savais-tu qu'il fallait tendre un piège? Comment étais-tu si certaine qu'elle tomberait dedans? J'ai soupiré, me souvenant du moment où j'ai pris cette décision. Parce que la cupidité a un schéma prévisible. Les voleurs pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, qu'ils peuvent s'en tirer parce que personne ne les soupçonne. Cassidy m'a sous-estimé. Elle a vu une vieille femme de 66 ans vivant seule, facilement confiante, qui ne remettrait pas en question la femme de son fils. Mais elle a oublié que j'ai atteint cet âge en naviguant à travers des trahisons, des pertes et des moments difficiles qui m'ont appris à lire les gens. Michael a levé les yeux vers moi. As-tu déjà douté? As-tu déjà pensé que tu te trompais peut-être sur elle? J'ai hoché la tête honnêtement. Chaque jour. Chaque jour, j'espérais me tromper parce que cela signifierait que mon fils était avec une personne honnête, que notre famille était complète et en sécurité. Mais les preuves continuaient de s'accumuler, et il est arrivé un point où nier la vérité aurait été plus cruel que de l'affronter. Michael s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre où Cassidy avait disparu quelques minutes plus tôt. Penses-tu qu'elle a vraiment une addiction au jeu? Ou était-ce juste un autre mensonge pour justifier le vol? J'ai haussé les épaules. Il y a probablement une part de vérité là-dedans. Les addictions sont réelles et destructrices. Mais il est aussi vrai qu'elle a utilisé cette addiction comme une excuse pour nous trahir. Il y a des gens qui font face à des addictions et qui maintiennent quand même leur code moral. Ils cherchent de l'aide avant de blesser les autres. Cassidy a choisi la voie facile, le vol avant l'honnêteté. Michael est retourné sur le canapé et a pris ma main. Merci, maman, de m'avoir protégé, de m'avoir montré la vérité, même si tu savais que ça me ferait du mal. Un autre parent aurait gardé le secret pour maintenir la paix. J'ai serré sa main. La paix bâtie sur des mensonges n'est pas une vraie paix, mon fils. C'est juste une illusion qui finit par s'effondrer, causant plus de dégâts quand elle tombe enfin. Je préfère te faire souffrir maintenant avec la vérité que de te voir souffrir des années de tromperie. Nous sommes restés ainsi pendant des heures, à parler des signes qu'il avait ignorés, des moments où le masque de Cassidy s'était fissuré sans qu'il ne s'en aperçoive. Il y a eu une fois, il y a environ un an, j'ai vérifié son téléphone parce qu'il sonnait alors qu'elle était sous la douche. C'était un message d'un numéro inconnu qui disait quelque chose sur des paiements en retard. Quand je lui ai demandé, elle a dit que c'était du magasin où elle avait acheté une robe en plusieurs fois et qu'elle avait déjà réglé le problème. Je l'ai cru sans poser de questions. Michael s'est passé les mains sur le visage. Et il y a 6 mois, quand elle a commencé à me demander de lui donner accès à nos comptes bancaires pour l'aider avec les finances, j'ai presque accepté. Je ne l'ai pas fait uniquement parce que mon comptable m'a conseillé de garder nos finances séparées jusqu'à ce que nous soyons mariés plus longtemps. Elle s'est tellement fâchée qu'elle ne m'a pas parlé pendant une semaine. Chaque souvenir était une autre pièce du puzzle qui avait maintenant un sens. Les signes sont toujours là, mon fils. Le problème,
c'est que l'amour nous aveugle à ce que nous ne voulons pas voir. Nous nous convainquons que nous réagissons de manière excessive, que nous sommes paranoïaques, que les gens que nous aimons ne sont pas capables de nous trahir, mais la vérité finit toujours par émerger. Michael a hoché la tête tristement. Que fais-je maintenant, maman? Comment puis-je avancer en sachant que mon mariage était un mensonge? Je l'ai regardé avec toute la sagesse que mes années m'avaient donnée. Tout n'était pas un mensonge, Michael. Peut-être qu'elle t'aimait au début, avant que l'addiction et la cupidité ne la consument. Peut-être qu'il y a eu de vrais moments de bonheur entre vous. Ne rejette pas tout comme faux, car cela te fera douter de ta propre capacité à juger le caractère des gens. Apprends de cela, grandis, mais ne laisse pas cela te rendre cynique. Michael est resté avec moi cette nuit-là et plusieurs autres nuits. Il a dormi dans son ancienne chambre, celle que j'avais gardée exactement comme il l'avait laissée quand il avait emménagé avec Cassidy. Le matin, je l'entendais bouger sans cesse, faire du café trop tôt, incapable de trouver un sommeil profond. Je ne forçais pas les conversations. J'étais simplement présente quand il avait besoin de parler et silencieuse quand il préférait digérer seul. Une semaine après la confrontation, j'ai reçu un appel d'Ava. « Eleanor, j'ai pensé que tu devrais savoir quelque chose. Cassidy est venue au magasin hier. » Mon cœur s'est accéléré. Que voulait-elle? Ava a soupiré. Elle est venue s'excuser pour la scène qu'elle avait provoquée. Elle a dit qu'elle était embarrassée et voulait expliquer ce qui s'était passé. Je lui ai dit qu'elle ne me devait aucune explication, que je ne faisais que travailler ici. Mais elle a insisté. Elle m'a parlé de son addiction, des dettes, de la façon dont elle avait tout perdu. Elle a beaucoup pleuré, Eleanor. Elle avait l'air brisée. Je ne savais pas quoi ressentir. Et que lui as-tu dit? Ava a fait une pause. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle chercherait une aide professionnelle, que l'addiction au jeu est une maladie grave. Mais je lui ai aussi dit que chercher de l'aide n'effaçait pas les dommages qu'elle avait causés, que les conséquences de ses actes étaient à elle de les porter. Elle est partie après ça, défaite et abattue. J'ai remercié Ava de m'avoir prévenu et j'ai raccroché, en pensant à Cassidy. Une partie de moi ressentait de la compassion pour elle, pour la bataille qu'elle menait contre ses démons. Mais une autre partie, celle qui avait vu mon fils pleurer pendant des heures, ne pouvait pas encore trouver de place pour le pardon. Michael est finalement retourné chez lui 2 semaines plus tard. Je dois affronter la vie sans elle, maman. Je ne peux pas me cacher ici pour toujours. Il avait raison, même si cela me faisait mal de le voir partir. La maison semblait vide sans sa présence. Mais je savais qu'il avait besoin de cet espace pour guérir à sa manière. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Michael s'est plongé dans son travail, développant son entreprise comme un moyen de canaliser sa douleur en quelque chose de productif. Il venait me rendre visite tous les dimanches sans faute, et lentement, j'ai vu la tristesse dans ses yeux se transformer en quelque chose de différent, quelque chose de plus proche de l'acceptation. J'ai commencé une thérapie, maman, a-t-il avoué un dimanche alors que nous prenions un café dans mon jardin. Le thérapeute dit que je dois travailler à refaire confiance, que toutes les personnes ne sont pas comme Cassidy. J'ai pris sa main avec fierté. C'est un pas courageux, mon fils. La guérison n'est pas linéaire. Il y aura de bons et de mauvais jours, mais tu fais le travail nécessaire. Michael a souri, un petit sourire mais sincère. Le thérapeute m'a aussi demandé si j'étais en colère contre toi pour m'avoir montré la vérité. Je lui ai dit le contraire, que j'étais reconnaissant. Certains de mes amis ont dit que tu avais été trop dur, que tu n'aurais pas dû tendre un piège. Mais je sais que tu l'as fait pour me protéger. J'ai hoché la tête, sentant le poids que j'avais porté pendant des mois s'alléger un peu. Je voulais juste que tu vois la vérité de tes propres yeux. Si je t'avais simplement dit que je la soupçonnais, tu ne m'aurais peut-être pas cru complètement. Il y aurait toujours eu ce doute. 3 mois après l'incident, j'ai reçu une lettre. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture de Cassidy sur l'enveloppe. Je l'ai laissée sur la table de la cuisine pendant 2 jours, n'osant pas l'ouvrir. Finalement, un après-midi pluvieux, alors que je ne pouvais pas sortir, je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. La lettre était longue, écrite sur plusieurs pages d'une écriture serrée et tremblante. Cassidy commençait par s'excuser à nouveau, expliquant qu'elle était dans un programme de réhabilitation pour les joueurs dépendants. Elle disait qu'elle avait vendu ses bijoux, sa voiture, tout ce qu'elle avait de valeur pour payer une partie de ses dettes.
Elle vivait chez sa mère, travaillant à 2 emplois pour rembourser ce qui restait. Je n'attends pas ton pardon, écrivait-elle. Je ne mérite même pas de penser que je pourrais le gagner un jour. Je veux juste que tu saches que je comprends l'ampleur de ce que j'ai fait. Je n'ai pas seulement volé chez toi. J'ai volé ta paix dans ta propre maison. J'ai volé ta confiance en ta famille et à Michael, j'ai volé bien plus que je ne peux le compter. Si je pouvais remonter le temps, si je pouvais changer chaque décision qui m'a mené à ce moment, je le ferais sans hésiter. Mais je ne peux pas. Je ne peux qu'essayer d'être meilleur, non pas pour vous reconquérir car je sais que c'est impossible, mais pour ne plus faire de mal à personne. La lettre continuait avec des détails sur sa thérapie, sur la façon dont elle apprenait à identifier les déclencheurs de son addiction, sur le groupe de soutien auquel elle assistait 3 fois par semaine. Elle se terminait en disant « Garde cette montre précieusement, Eleanor, pas seulement pour sa valeur monétaire, mais parce qu'elle représente quelque chose que je n'ai jamais eu, un véritable amour qui transcende la mort. Ton mari t'a laissé cette montre comme un symbole de son amour éternel. Michael te l'a donnée comme un symbole de son respect et de sa gratitude. Je n'ai vu que des dollars là où j'aurais dû voir du sens. C'est la différence entre des gens comme vous et des gens comme moi. J'espère un jour apprendre à voir le monde comme vous le voyez. » J'ai lentement plié la lettre et l'ai mise dans un tiroir. Je ne savais pas si je la montrerais un jour à Michael. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais cela m'a fait réfléchir au pardon, à ce à quoi il ressemble et à ce qu'il signifie vraiment. Pardonner ne signifiait pas oublier ou permettre à Cassidy de revenir dans nos vies. Cela signifiait laisser aller le poison de la colère qui ne faisait que m'empoisonner moi-même. Cela signifiait lui souhaiter bonne chance sur son chemin de guérison sans avoir besoin de faire partie de ce chemin. Cet après-midi-là, j'ai appelé Michael et je lui ai parlé de la lettre. Il a écouté en silence puis a dit « Je ne sais pas si je suis prêt à la lire, maman. Peut-être un jour, mais pas maintenant. » J'ai parfaitement compris. Elle sera là quand tu seras prêt, mon fils. Il n'y a pas d'urgence. Nous avons parlé d'autre chose, de son entreprise qui prospérait, d'une femme qu'il avait rencontrée dans son groupe de thérapie, même s'il n'était pas encore prêt pour quelque chose de sérieux. J'étais heureuse d'entendre de l'espoir dans sa voix, des projets pour l'avenir qui n'incluaient pas l'amertume du passé. Ce soir-là, j'ai sorti la montre en or de sa cachette dans la boîte à biscuits. Je l'ai tenue sous la lumière de la lampe, la regardant briller de cette lueur chaude que seul leur ancien possède. Les chiffres romains marquaient 8h30, l'heure exacte où mon mari avait cessé de respirer cette nuit-là, il y a tant d'années. Je ne l'avais jamais fait réparer pour qu'elle continue de fonctionner. Je préférais la garder arrêtée à ce moment-là, comme un rappel que le temps ne s'arrête pour personne, mais que l'amour demeure au-delà du temps. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, les soupçons, le piège, la confrontation, les larmes de Michael, le départ de Cassidy, et j'ai réalisé que cette montre avait servi un but plus grand que d'être simplement précieuse. Elle avait révélé des vérités qui devaient être vues. Elle avait protégé mon fils d'années de tromperie potentielle. Elle avait été le catalyseur qui avait exposé le mensonge avant qu'il ne puisse causer plus de dégâts. J'ai remis la montre dans sa cachette secrète, souriant pour moi-même. Les objets les plus précieux de nos vies ne sont pas ceux que nous gardons dans des coffres-forts, mais les moments de vérité qui nous permettent de protéger ce qui compte vraiment. Les mois suivants ont apporté une joie que j'avais oubliée possible. Michael a vendu la maison qu'il avait partagée avec Cassidy, disant qu'il avait besoin d'un nouveau départ sans les fantômes du passé dans chaque pièce. Il a acheté un appartement plus petit et plus confortable, plus près de chez moi, ce qui m'a secrètement ravi. Je pouvais lui rendre visite plus souvent, partager des dîners en semaine, simplement être présente dans sa vie d'une manière que je ne pouvais pas avant. Un après-midi de printemps, près d'1 an après l'incident, Michael est arrivé chez moi avec un sourire mystérieux sur le visage. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Je me suis assise en face de lui, intriguée par son expression. J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Ava. Mon cœur a sauté un battement. Ava, non. Il a hoché la tête, riant de mon air surpris. Oui, la même Ava de la bijouterie. Nous nous sommes rencontrés par hasard dans un café il y a 3 mois. Nous avons commencé à parler, d'abord de ce qui s'était passé avec Cassidy, puis de tout le reste. C'est incroyable, maman. Elle est honnête, travailleuse et terre à accent grave terre. Elle ne se soucie pas de mon argent ou de mes propriétés. Elle veut juste me connaître en tant que personne. J'ai senti des larmes de bonheur monter à mes yeux. Ava,
mon amie de 30 ans, la femme qui m'avait aidé quand j'en avais le plus besoin. Et qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Michael a souri tendrement. Elle était inquiète que ce soit trop tôt, que je n'ai pas complètement guéri. Mais je lui ai expliqué que je suis en thérapie depuis des mois, que j'ai fait le travail intérieur nécessaire. Je ne cherche pas quelqu'un pour combler le vide laissé par Cassidy. Je construis quelque chose de nouveau sur des bases solides. J'ai pris les mains de mon fils dans les miennes. Ava est une femme merveilleuse, Michael. Je la connais depuis des décennies, et je peux te dire qu'elle a un cœur en or. Mais tu as raison de prendre ton temps, de vous assurer que vous êtes tous les deux prêts. Il a hoché la tête. C'est pourquoi je voulais te le dire en premier. Je voulais ta bénédiction avant d'aller plus loin. Je sais que vous êtes amis, et je ne veux mettre personne dans une position inconfortable. J'ai souri largement. Tu as ma bénédiction complète, mon fils. En fait, je ne pourrais imaginer personne de mieux pour toi. 2 semaines plus tard, Michael m'a invité à dîner avec lui et Ava. C'était une belle soirée, pleine de rires sincères et de conversations profondes. J'ai vu comment Michael regardait Ava avec admiration et respect, pas avec l'idéalisation aveugle qu'il avait pour Cassidy. Et j'ai vu comment Ava le regardait avec affection et patience, comprenant qu'un cœur qui a été brisé a besoin de temps pour refaire confiance. Eleanor, m'a dit Ava pendant que Michael était aux toilettes. Je veux que tu saches que je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour Michael. Tu as protégé ton fils quand personne d'autre ne le pouvait. Cela demande un courage incroyable. J'ai secoué la tête. J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère ferait. Ava a pris ma main. Non, toutes les mères n'ont pas cette force. Certaines seraient restées silencieuses pour maintenir une paix superficielle. Tu as choisi la vérité même si elle faisait mal. C'est pourquoi Michael est l'homme qu'il est aujourd'hui. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je me suis assise dans ma chambre en regardant le tableau qui couvrait le coffre-fort. J'ai pensé à comment un seul objet, une simple montre en or, avait changé le cours de nos vies. Il avait révélé des vérités, détruit des mensonges et protégé l'avenir. Mais plus que cela, il m'avait appris une précieuse leçon sur les vrais trésors de la vie. La montre en or valait 500 000 $. Mais l'amour de mon fils, son bien-être, son avenir était inestimable. Et cela avait valu chaque moment d'angoisse, chaque nuit blanche, chaque décision difficile que j'avais dû prendre pour protéger ces vrais trésors. J'ai aussi pensé à Cassidy, qui, selon Michael, avait terminé son programme de réhabilitation et reconstruisait lentement sa vie. Nous n'avons plus jamais eu de contact direct après cette lettre, mais j'ai appris par des connaissances communes qu'elle travaillait honnêtement, payait ses dettes et assistait religieusement à ses réunions de rétablissement. Je ne ressentais aucune satisfaction dans sa souffrance, mais je ne ressentais pas non plus de culpabilité pour avoir exposé sa trahison. Chaque personne doit vivre avec les conséquences de ses choix, et Cassidy vivait les siens avec plus de dignité que je ne l'attendais. 1 an et demi après l'incident, Michael et Ava se sont fiancés. La demande était simple et belle, dans le même café où ils s'étaient retrouvés. Il m'a appelé immédiatement après pour partager la nouvelle, sa voix débordant d'un bonheur sincère. Maman, cette fois, c'est différent. Cette fois, je sais que je suis avec quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je peux lui donner. Ava me connaît dans mes meilleurs et mes pires moments, et elle a quand même choisi de rester. J'ai pleuré des larmes de bonheur, sachant que mon fils avait enfin trouvé le véritable amour qu'il méritait. Le mariage fut petit et intime, célébré dans mon jardin, là où Michael avait grandi en jouant parmi les fleurs que son père avait plantées. En regardant mon fils échanger ses vœux avec Ava, j'ai pensé à tout le chemin parcouru, à la douleur que nous avions endurée, aux leçons apprises, aux cicatrices qui restaient mais qui nous avaient aussi rendus plus forts. Pendant la réception, Michael m'a demandé un moment seul. Il m'a conduite dans ma chambre et a fermé la porte. Maman, il y a quelque chose que je veux faire. Il a sorti une petite boîte de sa poche. Quand il l'a ouverte, j'ai vu la montre en or briller à la lumière. Comment? Il a souri. J'ai trouvé ta cachette il y a des mois. La boîte à biscuits derrière les confitures n'était pas aussi secrète que tu le pensais. J'ai ri malgré les larmes. Et que comptes-tu en faire? Michael a soigneusement fermé la boîte. Je veux que tu la gardes pour mes futurs enfants. Un jour, quand ils seront assez grands pour comprendre, je veux leur raconter cette histoire. Je veux qu'ils sachent que les objets matériels ne définissent pas notre valeur,
mais que les symboles d'amour et de sacrifice méritent d'être protégés. Je veux qu'ils apprennent des erreurs de Cassidy sans la juger complètement, et qu'ils apprennent de ta sagesse sans t'idéaliser. J'ai serré mon fils fort dans mes bras, sachant qu'il avait grandi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La douleur l'avait fait mûrir. La trahison lui avait appris le discernement, et la guérison lui avait montré que le véritable amour existait encore. Je la garderai avec ma vie, mon fils, et le moment venu, nous le raconterons ensemble. Nous sommes retournés à la fête où Ava nous attendait avec un sourire radieux. J'ai dansé avec mon fils cette nuit-là, sentant que nous avions enfin clos un chapitre douloureux et en avions commencé un nouveau, plein de promesses. En le regardant, lui et Ava, danser leur première danse en tant que mari et femme, j'ai pensé à toutes les femmes qui avaient été dans la vie de Michael. Cassidy lui avait appris les signes avant-coureurs et l'importance de l'honnêteté. Ava lui apprenait la patience, le respect mutuel et l'amour qui n'exige pas mais qui est simplement. Et moi, sa mère, je lui avais appris que protéger ceux que nous aimons signifie parfois prendre des décisions difficiles qui font mal sur le moment mais qui sauvent à long terme. La fête a continué tard dans la nuit. Quand tout le monde fut enfin parti et que la maison fut silencieuse, je me suis assise dans ma chambre avec la montre dans mes mains une fois de plus. Je l'ai tenue contre mon cœur, sentant son poids familier, me souvenant de toutes les fois où mon mari l'avait portée. Toutes les fois où il m'avait promis un amour éternel en ajustant la chaîne autour de son cou. Cette montre avait été le témoin d'une vie d'amour véritable. Puis elle avait été la pierre de touche qui avait révélé un faux amour. Et maintenant, elle deviendrait une relique familiale qui enseignerait aux générations futures les valeurs, l'intégrité et l'importance de protéger ce qui compte vraiment. J'ai rangé la montre dans un nouvel endroit, cette fois dans un coffre-fort de banque où elle serait protégée non seulement des voleurs, mais aussi du passage du temps. Je n'avais plus besoin de la voir physiquement près de moi pour en sentir le sens. Je la portais dans mon cœur, avec les leçons qu'elle m'avait enseignées. Les années suivantes ont apporté une joie que j'avais oubliée possible. Michael et Ava m'ont donné 2 beaux petits-enfants, un garçon nommé Marcus en l'honneur du grand-père qu'il n'a jamais connu, et une fille nommée Éléonore, une version affectueuse de mon propre nom, que nous appelions Ruby. Les voir grandir a rempli ma vie d'un but renouvelé. Chaque dimanche, toute la famille se réunissait chez moi pour le dîner. Les enfants couraient dans le jardin où Michael avait joué des décennies auparavant. Leur rire remplissait chaque coin de vie. Ava cuisinait avec moi dans la cuisine, partageant des recettes et des secrets comme de vrais amis. Et Michael, mon fils bien-aimé, avait enfin trouvé la paix qu'il méritait. Un jour, alors que Marcus avait 10 ans et Ruby 8, les enfants ont trouvé une vieille photographie dans un album de famille. C'était du mariage de Michael et Cassidy, rangé par erreur parmi des photos d'autres célébrations familiales. « Mamie, qui est cette dame avec papa ?» a demandé Ruby avec une curiosité innocente. J'ai regardé Michael et Ava, cherchant leur approbation silencieuse. Michael a légèrement hoché la tête. Il était temps de raconter l'histoire. C'était quelqu'un que ton père a aimé autrefois, avant de rencontrer ta mère. Mais parfois, nous découvrons que les gens ne sont pas ce que nous pensons qu'ils sont. Marcus, avec le sérieux qui caractérise les enfants intelligents, a demandé « Était-elle méchante avec toi ?» J'ai choisi mes mots avec soin. Elle a fait de très grosses erreurs. Elle a laissé une addiction la contrôler et a fait des choix qui ont blessé les gens qui l'aimaient. Mais elle n'était pas complètement méchante. C'était quelqu'un qui luttait contre des démons qu'elle ne savait pas comment affronter. Ruby a froncé les sourcils. Et que s'est-il passé, mamie ? Michael s'est assis à côté de ses enfants, prenant chacune de leurs mains. Elle a essayé de voler quelque chose de très précieux à votre grand-mère, pas seulement pour l'argent, mais parce qu'elle avait perdu le contrôle de sa vie. Votre grand-mère a été très intelligente et a attrapé cette personne avant qu'elle ne puisse faire plus de dégâts. J'ai dû prendre une décision difficile de m'éloigner de quelqu'un que j'aimais parce qu'elle m'avait trahi. Marcus a traité l'information sérieusement. Mais papa, ce que tu avais ne te manque pas ? Michael a secoué la tête, regardant Ava avec un amour profond. Non, mon fils, parce que j'ai découvert que ce que j'avais avec elle n'était pas le véritable amour. C'était une jolie illusion construite sur des mensonges. Le véritable amour, c'est ce que j'ai avec votre mère, où nous sommes tous les deux honnêtes, même quand la vérité est difficile. Ruby a serré son père dans ses bras. Je suis contente que tu aies trouvé maman. J'ai alors souri, voyant comment la génération suivante apprenait des leçons précieuses sans avoir à subir la douleur que nous avions connue. Ava a ajouté sa propre sagesse.
Les enfants, la leçon importante ici est que parfois les gens que nous aimons nous déçoivent, mais cela ne signifie pas que nous arrêtons d'aimer ou de faire confiance. Cela signifie que nous apprenons à reconnaître les signes avant-coureurs, à nous protéger et à avoir le courage de nous éloigner quand quelqu'un nous blesse à plusieurs reprises. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, Michael m'a trouvé dans le jardin où je profitais de l'air frais de la nuit. « Maman, merci d'avoir été si sage en gérant cette situation il y a toutes ces années. Je ne sais pas où je serais maintenant si tu n'étais pas intervenu. » J'ai pris sa main. « Tu irais bien de toute façon, mon fils, parce que tu es fort et résilient. J'ai juste accéléré l'inévitable. » Cassidy se serait finalement démasqué d'une manière ou d'une autre. Michael a secoué la tête. « Je ne pense pas. Elle aurait pu voler plus qu'une montre. Elle aurait pu vider des comptes en banque. Elle aurait pu détruire mon entreprise. Elle aurait pu ruiner ma vie financière avant que je ne découvre la vérité. Ton piège l'a arrêté avant que les dégâts ne soient irréparables. » Nous sommes restés silencieux pendant plusieurs minutes, profitant de la brise nocturne et du chant des grillons. Finalement, Michael a repris la parole. « Te demandes-tu parfois ce qui est arrivé à Cassidy, si elle a finalement trouvé son chemin? » Parfois. Je l'espère, qu'elle a guéri et trouvé la paix, non pas pour nous, mais pour elle-même. Tout le monde mérite une seconde chance d'être meilleur, même ceux qui nous ont blessés. Michael m'a regardé avec admiration. Je ne sais pas si je pourrais être aussi généreux. J'ai souri. Ce n'est pas de la générosité, mon fils. C'est de la libération. Quand je souhaite du bien à Cassidy, je me libère du poids de l'amertume. Cela ne signifie pas que je lui pardonne complètement ou que nous aurions un jour une relation à nouveau. Cela signifie que je ne lui donne plus de pouvoir sur mes émotions. Ces mots ont résonné entre nous avec la vérité d'années de réflexion et de croissance. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais reporté pendant des années. J'ai appelé Ava, ma belle-fille et amie, et je lui ai demandé de m'accompagner à la banque. Nous avons sorti la montre en or du coffre-fort, l'avons soigneusement enveloppée dans un nouveau velours, cette fois d'un violet profond, et l'avons placée dans une boîte avec une lettre jointe. La lettre était adressée à Marcus et Ruby, à ouvrir lorsqu'ils auraient 21 ans. J'y ai écrit l'histoire complète. L'amour de mon mari, le cadeau de Michael, la trahison de Cassidy, le piège que j'ai tendu et les leçons apprises. Chers petits-enfants, ai-je écrit de ma plus belle écriture. Cette montre vaut beaucoup d'argent, mais sa véritable valeur réside dans les leçons qu'elle représente. Elle vous apprend que les objets matériels peuvent tenter les gens de perdre leur humanité. Elle vous apprend que protéger ceux que nous aimons exige parfois des décisions difficiles. Elle vous apprend que le véritable amour ne se mesure pas en or, mais en action, en honnêteté et en sacrifice. Gardez cette montre non pas comme un investissement financier, mais comme un rappel que les vrais trésors de la vie sont les personnes qui n'essaieraient jamais de les voler. Ce sont les mères qui protègent, les pères qui pardonnent, les partenaires qui choisissent l'honnêteté même quand ça fait mal, et les grands-parents qui transmettent la sagesse acquise par la douleur. Je garderai mes vrais trésors dans mon cœur, là où aucun voleur ne peut les atteindre. Les souvenirs de mon mari bien-aimé, la fierté de mon fils Résilie, l'amour de ma fidèle belle-fille et la joie de vous voir grandir. Ce sont là les trésors que personne ne peut voler. Avec tout mon amour, Mamie Eleanor. J'ai scellé la lettre et l'ai rangée avec la montre. Ava m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux. Eleanor, tu es la femme la plus sage que je connaisse. J'ai secoué la tête. Pas sage, juste expérimenté. La sagesse vient de la douleur bien traitée, des leçons bien apprises et de l'amour qui n'abandonne jamais. Nous sommes rentrés à la maison ce jour-là en nous sentant plus légères que je ne l'avais été depuis des années. J'avais complètement clos ce chapitre de ma vie, transformant la douleur en sagesse, la trahison en enseignement et la perte en héritage. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre en regardant le tableau qui cachait autrefois un coffre-fort avec une montre en or. Maintenant, il ne couvrait qu'un mur vide, mais il était plein de sens. J'ai souri pour moi-même, en pensant au chemin que j'avais parcouru depuis cet après-midi où Cassidy avait crié dans la bijouterie. J'avais protégé mon fils. J'avais trouvé une force que je ne savais pas que j'avais. Et j'avais appris que les vrais trésors n'ont jamais besoin de coffre-fort car ils vivent dans le cœur, là où personne ne peut les atteindre. Et là, dans le calme de ma chambre, avec le poids des années et la légèreté du pardon, j'ai su que j'avais fait exactement ce qu'il fallait. J'avais gardé mes vrais trésors exactement là où ils devaient être, dans l'amour inconditionnel,
l'honnêteté inébranlable et la famille qui avait choisi de rester, non par obligation, mais par amour. Avez-vous aimé mon histoire? J'ai beaucoup d'autres histoires de vie comme celle-ci sur ma chaîne, alors assurez-vous de vous abonner et de les consulter. Merci d'être là. À la prochaine.